Merci de votre attention, madame, monsieur. La vitalité macroéconomique du Togo saluée par le Fonds monétaire international. Traduction, l'activité économique ces dernières années s'est accrue considérablement avec un taux de croissance de 5,5% enregistré cette année 2015. Qu'est-ce qui pourra bien expliquer si une telle performance? Eh bien, les explications de Pierre Soussou pour un début de journal tout à l'heure. Artiste et journaliste à l'école de l'organisation et de la gestion d'une mutuelle. La séance a démarré hier, elle s'est terminée ce soir. Une initiative de DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel. Le compte rendu dans ce journal. Le Mali s'en proie à de nouvelles attaques djihadistes. La dernière en date, la tentative de prise d'otages à Sévaré. Bilan 13 morts. La question de la sécurité se pose à nouveau. Le rôle du gouvernement et du toit. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Message de félicitations du président Faure Gnassingbé à son homologue tchadien Idriss Itno Déby. C'est à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Tchad. Je voudrais saisir l'heureuse opportunité, écrit le président Faure Gnassingbé, l'heureuse opportunité qu'offre ce jour de communion nationale pour saluer la qualité des liens d'amitié, de coopération, de solidarité qui existent si heureusement entre le Tchad et le Togo et vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à leur consolidation et à leur diversification pour le bonheur de nos populations respectives. Je reste également convaincu, poursuit le président Faure Gnassingbé, que nos actions communes au sein de l'Union africaine contribueront au renforcement de la paix, de la stabilité, de l'intégration en Afrique pour le développement harmonieux du continent. Voilà ce que dit en substance ce message de félicitations du président Faure Gnassingbé adressé à son homologue tchadien Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Cela dit, ces discussions à la primature, discussions sur les projets agricoles réalisés au Togo par l'Office chérifien des phosphates du Maroc. Sujet d'échange ce matin entre le chef du gouvernement, commissaire Classou, et une délégation de cet office. Les précisions tout de suite avec son chef, et c'est au micro de Clarisse Aticler. Nous avons parlé des projets qui sont en cours. L'étude, on est en train d'étudier la possibilité de réaliser une caravane agricole ainsi qu'une carte de fertilité avec le soutien d'OCP, et que ce sont des projets qui sont bien avancés, et nous avons eu l'honneur d'être reçus par Monsieur le Premier ministre à cet effet, et nous allons maintenant étudier quelques détails, et puis nous pensons dans le cadre de la coopération Sud-Sud qui a été amorcée, nous avons voulu montrer que nous sommes aux côtés du Togo pour le développement agricole. Merci. On en vient maintenant aux chiffres du jour. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre, 5,5%. Eh bien, c'est le taux de croissance établi cette année par notre pays, le Togo. Un bond apprécié par le FMI. Mais qu'est-ce qui pourrait bien expliquer une telle performance, cette vitalité macroéconomique du Togo? Eh bien, voici les explications de Pierre Soussou. La route de l'émergence du Togo est bien tracée et suscite de plus en plus l'adhésion des observateurs nationaux et internationaux. À l'issue d'une mission de 2 semaines sur le sol togolais, c'est une équipe du Fonds monétaire international FMI qui réaffirme la bonne marche de notre pays sur la voie du progrès. Selon la mission, le Togo bénéficierait d'un taux de croissance économique de 5,5%. Un taux constamment en hausse. Cette situation est le résultat d'un fort investissement dans la production agricole, les services de transport liés au commerce international et l'impact positif de la modernisation des infrastructures routières et portuaires sur les activités économiques. On se rappelle que les efforts déployés ces dernières décennies ont permis d'assainir progressivement le cadre macroéconomique, d'améliorer le climat des affaires et d'amorcer une modernisation en profondeur de l'économie. En effet, les grands chantiers de réforme qui ont été lancés à travers le pays ont entraîné des mutations significatives. D'abord, l'évolution du taux de croissance reste la meilleure illustration du chemin parcouru. Entre 2005 et 2015, par exemple, la croissance a connu une progression annuelle de 3,9% pour s'établir à environ 6% en 2015. Le produit intérieur brut a progressé de 110% entre 2005
et 2014. Conséquence, l'activité économique au Togo s'est accrue à un rythme soutenu. Le taux de croissance actuel reflète, selon les observateurs, une forte croissance de la production agricole, l'expansion du port de Lomé et la modernisation de l'aéroport international Gnassingbé-Adéma. Pour les autorités togolaises, il ne reste qu'à achever les grands travaux de construction des axes routiers et d'investir progressivement dans les routes secondaires. Et voilà un taux réalisé grâce aux réformes entreprises, des réformes initiées grâce à un système de planification. Et pour être davantage plus efficace, la chaîne de planification fait l'objet d'études à Kpalimé. Le département planification travaille notamment sur un document cadre, les précisions de Sylvain Raboudjou. Le processus structurel de planification au Togo a été amorcé depuis plusieurs années. Pour rendre cet outil de pilotage plus efficace, le gouvernement s'est engagé à opérer de vastes réformes visant la réorganisation institutionnelle et technique du dit programme. Cette nouvelle donne a permis en 2014 l'élaboration du document cadre, un volet soutenu par le programme d'appui institutionnel PAI2. Il nécessite non seulement la réorientation du système national de planification, mais aussi la redéfinition des implications de cet outil pour ainsi le rationaliser et l'harmoniser en vue de son opérationnalisation. Et le document cadre du système national de planification est un produit du Forum national de la planification et il s'agit pour nous de le finaliser en vue de le soumettre à l'attention du gouvernement pour que des orientations puissent être données pour le rendre effectivement opérationnel de façon à ce que les différents acteurs de développement engagés dans la fonction planification puissent avoir un cadre technique dans lequel se référer pour assurer que les outils sont harmonisés et que la manière d'animer la fonction planification est partagée du même point de vue par tous les acteurs du développement. La présente rencontre de Kpalimé consacrée à l'affinement de cette feuille de route pour une bonne gestion du développement va également permettre d'ouvrir une phase active de reconstruction du système national de planification, ce qui va matérialiser une nouvelle ère de développement au Togo. Ce projet présente plusieurs composantes. Nous avons le sous-système prospective, nous avons le sous-système aménagement du territoire, le sous-système planification économique et sociale. Mais je voudrais dire que ce système est assis sur 4 dimensions. Nous avons la dimension temporelle, c'est-à-dire la planification à long terme, la planification à moyen terme et la planification à court terme. Nous avons également l'élément spatial qui est l'aménagement du territoire, qui en fait va nous permettre de gérer l'espace où nous vivons, nous travaillons et où nous développons effectivement toutes les politiques sectorielles, mais également valoriser les potentialités régionales. Nous avons la dimension sectorielle. Ce système va renforcer le processus d'élaboration des politiques sectorielles et publiques. À terme, le nouveau système national de planification va doter le Togo d'une expertise pour mieux planifier son programme de développement, mieux programmer les ressources, bien élaborer et exécuter les projets pour un développement économique et durable du pays. La justice commerciale, autre sujet évoqué ce soir. Ce qui nous intéresse précisément ici, c'est la plateforme de gestion informatisée du contentieux commercial Forcetti. C'est sa dénomination. C'est cette nouvelle plateforme qui vient d'être lancée. C'est une innovation. Son intérêt, Kouassiglé et Demsoussouko. Les juridictions commerciales amorcent une nouvelle ère. En effet, la justice togolaise a toujours été confrontée dans ses relations avec les justiciables à un problème de réactivité et de suivi des dossiers. La page a été tournée avec le lancement du logiciel Forcetti Commercial, l'une des applications de la nouvelle plateforme de gestion informatisée du contentieux commercial. C'est ce logiciel qui va désormais gérer la procédure judiciaire des chambres commerciales, du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé. Nous avons dans les halls de nos juridictions des écrans tactiles où on peut, rien qu'avec le numéro de son dossier, de sa requête, savoir l'état ou l'étape à laquelle le dossier se trouve. Ce qu'ils peuvent gagner aussi, c'est de voir leur dossier traité
en un temps raisonnable. Et aujourd'hui, nous avons mis à jour les connaissances de nos acteurs de la justice. Les décisions seront de bonnes décisions rendues dans un temps raisonnable. Le système comporte des alertes. D'abord, le juge qui préside la Chambre lui-même a des alertes dès que les délais que nous avons intégrés au système ne sont pas respectés. Nous devons nous approprier cette plateforme en nous mettant à l'école de la modernité, en essayant aujourd'hui de laisser de côté tout ce que nous faisons manuellement et d'aller à l'école de l'informatique. Et vous avez vu, tout le processus aujourd'hui est informatisé. Ça veut dire que nos décisions, nous devons faire un effort pour les saisir à l'outil informatique et les greffiers étant connectés en même temps. Lorsque le juge finit de saisir la décision, le greffier n'aura qu'à faire son travail directement. Et je crois que si une décision est rendue le matin, l'après-midi, le justiciable pourra avoir la décision alors que ce n'était pas le cas. En amenant une célérité dans les décisions de justice en matière commerciale, le Togo renforce son engagement à être un pôle d'attraction pour les investisseurs. Le Togo est soutenu dans cet élan par la fondation Investment Climate Facility for Africa. Elle a financé ce projet à hauteur de 1,150 milliard de francs CFA, soit 62%. Nous avons dans notre portefeuille aujourd'hui 73 projets, 43 projets ont été achevés. Il n'y a que 2 projets qui ont été achevés dans les délais et ces 2 projets se sont réalisés au Togo, comme par coïncidence. Donc je réitère que le Togo rentre dans notre petit livre d'histoire. Ce projet vient couronner les efforts du gouvernement dans l'amélioration du climat des affaires au Togo. Nos juridictions commerciales, hier à l'étape embryonnaire, réalisent grâce à ce projet ICF de renforcement des capacités des chambres commerciales de la Cour d'appel de Lomé et du tribunal de Lomé, une mutation impressionnante, voire une vraie révolution. Le monde judiciaire intègre aujourd'hui les nouvelles technologies dans son mode de fonctionnement. Elles occupent donc une place incontournable dans le processus de modernisation de la justice, avec des facilités apportées à la gestion de l'activité judiciaire, la production judiciaire et les rapports entre la justice et les justiciables. La plateforme inclut aussi un système de gestion électronique des dossiers avec un logiciel de numérisation, couplé de fonctionnalités d'indexation. Le dispositif permet entre autres l'accès à l'intégralité des décisions et documents judiciaires grâce à son moteur de recherche en ligne, le www.chambrecommerciale.tg. A signaler aussi dans l'actualité ce mardi la fin de la séance de formation pour les membres des instances dirigeantes de la MUAGE, nous l'annoncions aussi en titre, la mutuelle des artistes et journalistes du Togo, une initiative d'OSI, délégation à l'organisation du secteur informel. Que retient-on concrètement? Eh bien voici le compte rendu avec Esther Laclé. 5 mois après la création de la mutuelle des artistes et journalistes togolais avec l'appui de la DOFI, délégation à l'organisation du secteur informel, les membres de cette mutuelle se sont retrouvés pour une remise à niveau en matière d'organisation et de gestion d'une mutuelle. Une session qui a toute sa place dans la réussite de cette structure. Nous sommes vraiment ressortis bien en forme, bien en point pour pouvoir gérer cette mutuelle. Et je pense que c'est un cadeau de l'État pour nous, les artistes et les journalistes dans notre pays. Cela va nous aider à sortir un tout petit peu de la misère que nous partageons, de la précarité. Cela va nous permettre de nous prendre en charge. Cela va nous permettre d'avoir des soins de santé, des prises en charge au niveau des soins de santé, l'accompagnement au niveau des crédits et beaucoup d'avantages qui se trouvent au sein d'une mutuelle. En tant qu'artiste, cette formation nous apporte beaucoup parce que ça nous aidera à améliorer ce que nous faisons et puis d'une manière à assurer une retraite. Nous invitons tout le monde à adhérer à ce mutuelle parce que ça nous avantage. Comme nous avons des travaux à caractère informel, vous ne pouvez pas aller vers les banques pour pouvoir faire des emprunts et permettre à votre domaine, votre travail d'évoluer. Donc la mutuelle nous permet
dans ce cadre-là, de pouvoir avoir des crédits, ce qui permettra à tout le monde d'aller de l'avant dans son domaine précis. Invitée surprise à la cérémonie de clôture de cette formation, la directrice générale de la DOCI, Mme Ingrid Awade. Tout en rappelant le rôle que jouent ces différents acteurs dans la vie nationale, elle les a invités à faire de cette mutuelle une réussite, traduisant ainsi la promotion du secteur informel. L'idée de mettre en place cette mutuelle vient du fait que dans le cadre de notre stratégie de progression du secteur informel vers le secteur formel, la mutualisation est un des piliers. La mutualisation des acteurs d'un même domaine. Par exemple, aujourd'hui, nous avons la MUCTAM que vous connaissez déjà, mutuelle des conducteurs de taxi-moto. Nous avons la MUAGE, mutuelle des artistes journalistes. Nous avons la MUCAT, mutuelle des commerçants et artisans du Togo, et la MUAP, mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs. Ceci permet à des acteurs du même secteur de s'asseoir, de réfléchir ensemble à leurs problèmes et de mettre en place des stratégies adaptées pour sortir de l'informel. Sortir de l'informel, c'est avant tout mettre en place des stratégies de remise à niveau, des stratégies de recherche de financement, des stratégies d'assurance et de couverture maladie, de retraite et plusieurs autres choses. Après cette formation, nous avons comme programme de faire des tournées de sensibilisation dans chaque région et dans chaque préfecture pour informer et avoir l'adhésion de tous les acteurs du terrain. Cette rencontre n'est pas une première, cette mutuelle encore moins. Depuis sa création en 2008, la DOCI a enregistré la mise en place de 4 mutuelles. Après cette formation, la mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs MUAP va initier une formation similaire. Partenaire de cette session de formation, le Bureau international du travail, BIT. Le bac 1, le baccalauréat première partie, les résultats proclamés ce soir en livré, le verdict, séance de proclamation ici, au lycée de Tocoin. Les admis, vous le voyez naturellement, jubilent, les récalés, eux, se murent en tristesse. Pas de chance cette année. L'enseignement général réalise tout de même un score de 79,07% de réussite contre 59,47% l'année dernière. Direction maintenant Pagala. Pourquoi Pagala ce soir? Eh bien, il s'agit tout d'abord d'une visite sur la carrière de Pomar Togo. C'est cette société-là de pierre ornementale et marbre qui officie sur place. Il s'agit ensuite et surtout de cette annonce. D'ici à la fin de l'année, les produits finis des marbres extraits à Pagala seront disponibles. Info Pomar Togo, Pierre Sesoko. Pagala, à 260 km au nord de Lomé. Dans le hameau de ce village, Pomar Togo, société de pierre ornementale et marbre. 3 ans après le lancement de ces activités, sur ce site, les machines tournent sans répit pour atteindre les objectifs fixés. Au détour d'une visite guidée, le constat est sans équivoque. Le projet évolue de la plus belle manière. Ici, à la carrière de marbre de Pagala, Pomar Togo utilise des techniques de travail et des machines de dernière génération. Même comme si nous serons à l'Europe ou dans quelques autres lieux développés pour faire l'extraction des carrières de marbre. On utilise toujours des techniques de perforation coupées avec des machines de fil diamanté et après redressement avec système de marteau pneumatique ou bien fil diamanté pour faire la production de blocs que vous pouvez voir derrière moi. Avec le marbre, on peut faire tout pour la construction de bâtiments, d'hôtels, de places commerciales, toutes les choses. On peut faire des carreaux pour le sol, on peut faire l'escalier, on peut faire la colonne, on peut faire la table pour la cuisine, on peut faire des carrelages pour la salle de bain, on peut faire même tous les accessoires pour la salle de bain, tout en marbre sans problème. On peut faire des figures, on peut faire des cailloux pour les jardins, on peut faire tout. Des granulats et agrégats, des rochers de marbre, extraits et morcelés, prêts à être transformés sur place. Ici, le gisement est estimé à plusieurs centaines de millions de mètres cubes et sa qualité rassure quant à la viabilité économique du projet. Nous avons fait déjà quelques actions commerciales à niveau de l'Europe et à niveau de Chine, avec le transport de blocs, la localisation des partenaires
à niveau d'Italie, à niveau d'Espagne, à niveau de Chine. Nous avons participé également dans 3 des foires plus importantes de tout le monde, avec les marbres de Togo, les marbres de Pagala. Nous avons exposé déjà notre marbre, les marbres de Togo, en Chine, à la foire de Xiamen. Nous avons fait l'exposition aussi des marbres de Pagala à la foire de Vérone. Et nous avons exposé aussi les marbres de Pagala à la foire de Valence, en Espagne. Comme ça, depuis 1 an et demi, nous sommes en train de développer le marché international des marbres de Pagala. Mais le plus important, c'est que nous avons ici un carrière de marbre, un gisement de marbre très grand et avec de très bonnes qualités. Ça veut dire que notre futur, c'est proche. La société emploie actuellement plus de 260 agents, dont 60% représentent la population riveraine, les jeunes en particulier. Et pour garantir son ambition de société à l'échelle du territoire national, Poma entrevoit ses actions à court et à long terme. Poma Togo projette la construction d'une usine ultramoderne à concurrence sur tout le continent africain. Nous sommes aujourd'hui à 267 employés à Poma Togo. Et Poma Togo, avec la construction de l'usine, projette employer au moins 3000 personnes, dont la majorité, je pense à 90% sur la carrière, sera la population riveraine. Pour répondre aux normes environnementales, les responsables de cette société ont mis les bouchées doubles. Un jardin bien garni de pépinières pour régénérer le couvert végétal. Vous allez constater qu'à l'entrée de la carrière, il y a des pépinières qui ont été faites. Et même le contrôle que l'ANGE a organisé a permis de constater qu'il y a 1,5 hectare de reboisement qui a été fait dans le domaine de Poma. Poma entend donc promouvoir un modèle industriel innovant à travers ses choix technologiques d'extraction et de transformation ultramoderne. L'investissement est estimé à 100 milliards de francs CFA, dont 20 milliards seront consacrés à la construction et réhabilitation des usines. D'ici la fin de l'année, selon les responsables des lieux, les premiers produits finis du marbre seront accessibles aux Togolais. La jeunesse, justement, demain le monde entier célèbre la journée dédiée donc à cette importante couche de nos populations. Son engagement civique est à l'ordre du jour. Ça va avec des valeurs cardinales de citoyenneté rappelées ici à l'occasion par la ministre Dogbe en charge de la jeunesse, Emmanuel Adjaglo, Prudence Issou. La promotion de l'engagement civique chez les jeunes à travers le monde, une thématique qui mobilise l'attention de la communauté internationale cette année à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. L'Organisation des Nations Unies appelle tous les États membres à sensibiliser davantage sur l'importance et l'impact de l'engagement civique dans le développement de toute nation. Une action soutenue des États doit donc être de mise afin d'amener le citoyen à prendre conscience de ses devoirs et promouvoir en lui une attitude responsable. Il est attendu que les différentes activités au menu de cette célébration permettent de donner de l'élan et de fournir des réflexions innovantes sur les stratégies par lesquelles l'on pourrait faire de l'engagement civique des jeunes un catalyseur pour une participation plus efficace, plus effective de cette couche dans la vie politique, sociale, économique de nos communautés. L'atteinte d'un tel objectif requiert, à ne point douter, de notre part à tous, gouvernants, encadreurs de jeunesse, représentants d'organisations de jeunesse, monde académique, organisations internationales, organisations de la société civile, parents, une implication beaucoup plus active et plus responsable. Le civisme est également une vertu qui consiste à travailler au bien public, à s'intéresser à la vie sociale et politique, à se plier aux disciplines nécessaires, à respecter les lois légitimes
ainsi que les autorités chargées de les appliquer. Le gouvernement entreprend déjà des actions sur le terrain en faveur de cette jeunesse avec des sensibilisations et la mise en œuvre des projets d'éducation civique et citoyenne. Il s'agit notamment des projets d'action de salubrité, le programme de promotion du volontariat national avec plus de 6 000 volontaires déjà enrôlés avec pour vision l'engagement au service du pays. Les activités vacances utiles et citoyennes initiées chaque année par le ministère en charge de la jeunesse en faveur des meilleurs apprenants de l'année académique contribuent aussi à inculquer à la jeunesse togolaise les notions du travail bien fait et d'excellence. Les jeunes constituent aujourd'hui des acteurs clés dans la construction d'une société meilleure. Par leur engagement et leur dévouement impressionnant, les jeunes volontaires nationaux mobilisés et affectés sur des missions de diverses natures, que ce soit dans le domaine de la santé, l'éducation, l'agriculture, le développement communautaire, les infrastructures, les technologies, sur toute l'étendue de notre territoire, dans le programme de promotion du volontariat national, ces jeunes engagés ont contribué à des changements sociaux positifs au sein des communautés où ils évoluent. L'engouement de notre jeunesse autour d'initiatives telles que la journée du civisme, organisée tous les premiers samedis du mois, est l'illustration éloquente que les jeunes Togolais sont épris du sens civique et citoyen. En effet, la démocratie, l'état de droit, l'émergence économique, la création de richesses et d'emplois pour lesquels nous investissons ensemble sous l'impulsion du président de la République, son Excellence, M. Faure et Sœur Gnassingbé, sont tous étroitement liés au civisme et dépendent de la conscience de chaque citoyen. Le thème retenu pour la célébration de cette année cadre si parfaitement avec l'un des objectifs du programme Vacances utiles et citoyennes qui consiste à valoriser l'engagement citoyen et civique des jeunes Togolais. Au-delà de cet engagement civique, la célébration de cette journée permet aussi de mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société en les encourageant à participer pleinement à la vie publique. Ceci afin qu'ils soient capables d'apporter leur contribution au développement et à la paix tant au niveau national que mondial. À l'étranger, au Mali, en bref d'abord, un cadre djihadiste revendique l'attaque de l'hôtel Byblos à Sévaré. Il s'agit d'un proche du prédicateur islamiste malien Amadou Koufor. Ce Malien avait également combattu dans l'unité de l'Algérien Ben Mokhtar. L'attentat de l'hôtel Byblos a fait 13 morts, dont 5 employés de l'ONU. C'était vendredi dernier. Et cette tentative de prise d'otage à Sévaré relance la question de la sécurité du rôle du gouvernement. Ces groupes radicaux ont-ils des complicités? Le point dans ce document France 2. Unis à l'heure d'enterrer ces morts, mais une union de façade. Les funérailles des 4 militaires tués durant l'assaut de l'hôtel Byblos de Sévaré ont considérablement marqué les esprits. Car si la prise d'otage a échoué, elle illustre les défaillances de l'État malien. Comment les terroristes ont-ils pu attaquer un bâtiment si proche d'une des plus grosses bases militaires du pays sans quelque complicité? Nous sommes face à une situation où les Maliens se sont appauvris. C'est difficile, la situation est délicate et difficile. On n'est même pas à l'abri d'une corruption pour que une infiltration des terroristes pour payer des informations, parce qu'il y a 10 000 francs aujourd'hui, ça fait vraiment beaucoup réfléchir. Un Malien n'est pas à l'abri aujourd'hui d'une corruption. Sous ces allures de capitale tranquille, Bamako tremble à nouveau. Mais que fait IBK face aux attaques terroristes qui se succèdent aux 4 coins du pays? Une question lancinante qui revient dans la bouche des Maliens. Le président élu il y a 2 ans avait beaucoup promis, et notamment de développer le pays pour garantir une paix définitive.
Le gouvernement d'Ibeka aujourd'hui n'est pas en passe de réussir ce pari-là et je crois que les Maliens sont assez regardants par rapport au bilan. On ose espérer qu'il va redresser la barre d'ici la fin des 5 ans. En tout cas, il est attendu sur ce dossier de la corruption. Il y a 2 ans, le Mali croyait en avoir fini avec la menace djihadiste. Mais le scénario se répète. En 10 jours, l'armée malienne attaquée sur plusieurs fronts a perdu une quinzaine d'hommes et le malaise grandit à nouveau dans les casernes. Quels qu'en soient les auteurs, les terroristes tentent à nouveau de semer le chaos dans un pays toujours en reconstruction. Dans le reste de l'actualité, sachez que les pays membres de l'UEMOA disposent ensemble d'un programme régional de biosécurité, mais ce programme reste très peu connu des populations. Et en vue justement de sa vulgarisation au Togo, des rencontres sont organisées dans les différentes régions économiques du pays. L'étape de Kara avec Nestor Mozou sur place à Kara. Le Togo a ratifié la Convention de Rio sur la diversité biologique, le protocole de Cartagena sur la biosécurité, de même que les autres conventions qui sont relatives à la biodiversité et à la sécurité biologique. Ces tests internationaux l'ont amené à se doter d'une loi sur la biosécurité en vue d'asseoir une politique susceptible de promouvoir une utilisation saine des nouvelles applications technologiques. Cette initiative a été aussi prise au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA a élaboré un programme régional de biosécurité. Cette session de Kara est un pas dans le processus de vulgarisation des efforts du gouvernement togolais en matière de biosécurité. Elle constitue en même temps un cadre de partage avec les différents acteurs nationaux des actions entreprises par l'UEMOA au niveau de la sous-région ouest-africaine pour la prévention des risques biotechnologiques. Quand nous parlons donc de la biosécurité, c'est l'ensemble des mesures qui accompagnent la biotechnologie pour que la biotechnologie soit mise en place, soit utilisée donc au profit de la population sans qu'il y ait donc d'atteinte à l'environnement, sans qu'il y ait d'atteinte à la santé humaine et animale. Les gens n'ont pas la bonne information, ils ne savent pas concrètement de quoi il s'agit, mais nous comprenons aujourd'hui que le ministère de l'Environnement est en train de travailler suffisamment sur les mesures de biosécurité. Nous sommes dans la phase donc de la réglementation. Les groupes cibles ici, ce sont donc les acteurs qui peuvent avoir la capacité de transmettre l'information. En dehors de l'appui à la formation et à la sensibilisation qui sont opérés dans les régions économiques du pays, l'UEMOA se fait le devoir de doter le Togo des équipements de laboratoire de biosécurité, une manière de faciliter l'application du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Et sachez par ailleurs que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique rappelle aux usagers du lac de Nangbeto que conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 006/15/MAEP/CAP/SG DPA du 28 janvier 2015, les activités de pêche sur le dit lac sont interdites du 15 août au 15 novembre 2015, période correspondant au repos biologique des poissons. Le repos biologique instauré sur le lac de Nangbeto dans le cadre des mesures de gestion durable vise à favoriser le repeuplement du lac en ressources halieutiques en vue d'assurer leur durabilité dans l'intérêt des générations présentes et futures. Toute personne qui sera surprise en train de pêcher sur ce lac, de transporter ou de vendre les produits de pêche provenant de ce lac sera punie conformément à la loi en vigueur. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique invite tous les acteurs professionnels de la pêche au respect scrupuleux de cette réglementation à laquelle il attache un grand prix. Allez, on va refermer cette édition sur ce petit pas pour ceux qui l'ont dégusté, ce petit repas pour ceux qui l'ont dégusté, mais un grand pas pour l'humanité. Hier, les astronautes de la Station spatiale internationale ont dégusté une salade qu'ils ont fait pousser en apesanteur. Ça l'air de rien. Et pourtant, regardez. Note, une laitue romaine rouge semée début juillet. Arrivée sous forme de graines, la salade a ensuite été placée dans cet incubateur sous une lumière artificielle. Ces laitues font partie du projet VEC 01, lancé il y a 1 an pour étudier la manière dont poussent les aliments dans l'espace. La NASA espère ainsi améliorer l'autonomie des astronautes. Si nous allons un jour sur Mars, et nous irons, à ce moment-là, nous aurons besoin d'un vaisseau beaucoup plus autosuffisant en termes de nourriture. Faire pousser sa salade est donc un premier pas. Une partie des feuilles de laitue sera renvoyée sur Terre pour analyser notamment comment elles ont pu pousser.
On referme cette édition sur l'information du jour. Sachez que l'activité économique au Togo s'est considérablement accrue ces dernières années. Notre pays réalise un taux de croissance de 5,5% cette année. Je peux vous dire que le Togo a eu une croissance très forte pendant ces dernières années. Constat de Sémile Sankak, chef de mission d'évaluation du FMI au Togo en juillet dernier. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo d'abord, et juste après moi, Cléo Sabine Poko, 20h50, le journal de l'économie, Mathias Touglo, 21h15, le magazine Santé d'abord, Carole Peto à Fangwedi, puis 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Pagala, au Togo, à Bruxelles, en Belgique, sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours, fidèlement. Belle soirée.